à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. France 24 était aux Journées européennes du développement pour vous proposer une série de débats avec diverses personnalités de continents. Vous allez voir mélanger plus d'aide, plus vite pour les plus pauvres et avec plus de moralité. Voilà ce que réclame le Parlement européen, les parlementaires qui notent au passage que les financements continuent à baisser malgré cette déclaration 2015, année européenne du développement. Nous allons en parler avec nos invités aujourd'hui, dont un parlementaire justement, Louis Michel, pour les libéraux et démocrates, ancien commissaire européen en charge de l'aide humanitaire et ancien ministre des Affaires étrangères de Belgique. Vous êtes aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Éducation nationale d'Haïti. Bonjour Nesni Maniga. On sait que votre île se remet mal et difficilement du terrible séisme du 12 janvier 2010. Elle compte 10 millions d'habitants et francophone, s'apprête à voter pour la présidentielle avec 70 candidats tout de même. On va parler évidemment de justement son développement. On parle aussi un peu d'Afrique avec vous, Ahmad Hamid. Vous êtes commissaire au commerce de la CEDEAO, alors la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et vous, votre patrie, c'est la République du Niger. Alors on va parler d'abord de cette idée qui a été mise en avant que finalement on ne verse plus aux plus pauvres en fait d'entre les pays. Il y a une baisse de cette aide depuis 4 ans. 49 pays les moins avancés comptent 43% de population sous le seuil de pauvreté contre 13% pour les pays émergents et à peine un tiers de l'aide leur revient. Pourquoi alors? Oui, c'est un peu court ça. Je voudrais quand même rappeler, madame, que l'Union européenne débourse annuellement 60 milliards d'euros pour les pays en voie de développement. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et l'Union européenne débourse cet argent sous forme d'aide, de financement, pas sous forme de prêt. Ce sont des dons. C'est une grande différence, par exemple avec les États-Unis ou avec le Canada ou avec le Japon, je ne parle même pas de la Chine. Donc l'Union européenne est de très loin le premier donateur du monde. Il faut bien se rendre compte que l'Union européenne a aussi un agenda développemental. Il y a des aides qui sont canalisées par des projets, donc des ONG, lorsque le pays, par exemple, n'offre pas assez de garanties, je dirais, à la fois de gouvernance, de transparence, etc. Donc c'est un problème alors de gouvernance et de confiance. Bon, vous avez alors une canalisation par l'aide budgétaire, c'est-à-dire l'Union européenne donne de l'argent aux institutions du pays et le pays est maître de l'utilisation de cet argent. Évidemment, il y a un contrôle européen. Il y a quand même cette idée, et notamment dans la diplomatie française, que vous connaissez bien en Afrique, à la CEDEAO, puisque vous êtes vous-même très bon francophone, bien sûr. Il y a quand même ce pays maintenant, ce pari de la diplomatie économique qui irrigue surtout les émergents. Est-ce que vous avez noté un différentiel de traitement pour les pays que vous connaissez bien? Je dois reconnaître que dans notre région, l'Union européenne est parmi les principaux partenaires économiques et financiers, même commerciaux, je dirais, et dans les secteurs de priorité majeure. Mais cette aide, quand même, elle a duré. Elle a duré, elle s'est développée, elle a connu plusieurs moments. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a la question de volume, il y a la question des quantités qui sont pour les montants. Les bénéficiaires, ils vont demander toujours plus. Mais moi, je pense que plus que les montants, il se pose un problème d'approche, un problème de procédure, un problème de méthode, un problème de ciblage, de gestion de cette aide. C'est-à-dire, donnez-nous des exemples concrets avec des pays aussi. Oui, je vous donne des exemples concrets. Par exemple, l'Union européenne a fait des investissements très intéressants dans le secteur éducatif de mon propre pays. Elle a fait aussi des investissements intéressants dans le secteur de la santé de mon propre pays. Elle a fait aussi des interventions en faveur du secteur privé. Le Niger. Oui. Pendant les années 90, particulièrement pendant les années 90, et continue encore. Mais il s'est posé le problème de la pérennisation de cet investissement.
Il n'y a pas eu dès que l'aide européenne s'est arrêtée, bien sûr que ça se combine avec d'autres événements exogènes qui ont perturbé et tout ça. Alors, votre voisin, qui est ministre de l'Éducation, est particulièrement sensible à cette thématique, effectivement. Parce qu'on a fait des calculs, on estime quand même que pour développer des services de base dans des pays moins avancés, comme la santé et l'éducation précisément, il faudrait 270 € par personne, par an. Haïti, c'est 22 € seulement, mais c'est vrai que vous avez de graves problèmes de ressources internes. Donc, on a besoin d'aide, on a besoin d'aller au-delà et de proposer ces services quand même structurés. Absolument, madame. Juste une petite précision. Haïti, c'est à la fois, on a deux langues officielles, le français, on est francophone, mais aussi le créole, qui est parlé par 100% de la population. Mais c'est vrai que la problématique qui a été soulevée ici, et il faut qu'on le voit une double dimension. Il faut plus de financement, mais il faut mieux faire avec les financements qu'on a aujourd'hui. C'est vrai, quand on regarde les ratios, quand on voit les niveaux d'investissement dans les services publics que mon pays ou beaucoup d'autres pays d'Afrique francophone ont fait, j'ai été pendant très longtemps aussi assistant technique du Fonds européen de développement en Afrique de l'Ouest, je connais un peu bien la machine, comment ça tourne de l'autre côté. Il faut dire que souvent, il faut pas seulement qu'un opérateur, qu'un bailleur, je reconnais aussi l'importance, c'est vrai, et le poids que l'Union européenne joue dans l'aide au développement de différents pays. Mais tant qu'il n'y a pas une vraie coordination, tant que le pays n'arrive pas véritablement à cibler l'ensemble de son intervention, on peut bien cibler un secteur, la santé, l'éducation, les routes. Mais quand on n'est pas bien coordonné, je pense que ça pose différents défis. Alors justement, ça a posé évidemment des défis à votre pays, on va en parler 5 ans après le tremblement de terre. D'ailleurs, François Hollande, le président français, était au chevet d'Haïti récemment. 75 000 personnes vivent encore sans abri, dans des conditions précaires. Et l'Union européenne a eu une aide qu'elle voulait cibler, qu'elle voulait peut-être plus intéressante que celle de ses concurrents en matière d'aide au développement. Reportage tout de suite de Johan Baudin et Isabelle Romero. À l'exception du centre-ville, à Port-au-Prince, la reconstruction a été effectuée par les habitants eux-mêmes, sans planification et le plus souvent sans respecter les normes antisismiques. Cet urbaniste tente d'apporter quelques ajustements. L'Union européenne finance des travaux d'assainissement et d'infrastructures comme ce terrain de sport. La route a dû être faite pour accéder au terrain de sport. Avant ça, le passage était vraiment très dangereux. Donc on répond aux problématiques d'accessibilité dans le quartier, aux problématiques des déplacements, mais aussi à la sécurité. Et ça, c'est une forte demande de la population, parce que vous voyez, plusieurs éclairages ont été disposés autour du terrain de sport. Donc la nuit, si vous venez ici, vous allez voir sans doute des dizaines d'étudiants qui révisent leurs examens sur les gradins. L'Europe est l'un des principaux bailleurs du pays, avec comme spécificité de travailler main dans la main avec les institutions haïtiennes. Nous avons actuellement 883 millions d'euros de projets en cours. On n'a pas détecté des problèmes de corruption. C'est l'argent des contribuables européens que nous mettons à la disposition des gouvernements et on veut qu'il y a de plus en plus de transparence et d'efficacité dans l'aide. Mais notre analyse, c'est qu'effectivement, on peut faire confiance à ces gouvernements et c'est ce constat, si vous voulez, qui nous a amené à signer un nouveau programme pour la période 2014-2020, encore plus important que le programme qui l'a précédé. Autre particularité de l'aide européenne, ne pas concentrer tous les efforts sur la capitale. Direction Sodo, 1 heure de route depuis Port-au-Prince. Un tiers du budget est alloué à la construction de routes pour désenclaver le reste du pays. Lambert Jean-Claude, cultivateur, constate le changement. Jadis, les manques, c'est transport à Dodane. Vous faisiez toute une journée pour arriver là. Et aujourd'hui, la route nous permet de transporter les manques. Son activité, comme celle d'1 millier de planteurs, bénéficie d'un soutien pour améliorer la qualité de sa production. Renforcer le secteur agricole, assurer la sécurité alimentaire et lutter contre l'exode rural. Avec ses campagnes largement sous-exploitées, le pays importe plus de la moitié de ses denrées de base. En Haïti, 1 enfant sur 3 ne mange pas chaque jour à sa faim. Alors, c'est vrai, Louis-Michel, Haïti, c'est un exemple. L'Union européenne a envoyé moins de militaires que les États-Unis, 10 fois moins. Mais plus d'aide et qu'elle dit mieux utilisée. Est-ce que c'est vrai? Moi, je le crois. Plus d'aide, mieux structurée et surtout beaucoup plus durable. En intégrant, par exemple, la donne particulière, la fragilité, la vulnérabilité d'Haïti. Donc ça, c'est l'objectif de l'Union européenne à Haïti. Alors maintenant, il y a quand même eu
pas mal de problèmes. Le ministre y a touché fort justement d'ailleurs. Il y a eu quand même un manque de coordination au niveau des opérateurs sur le terrain. Là, j'ai été commissaire à l'aide humanitaire. Dans un premier séisme, j'étais déjà intervenu lorsque j'étais commissaire à l'aide humanitaire, puisque j'avais le développement et l'aide humanitaire. Et je me souviens qu'un des gros problèmes auxquels les autorités haïtiennes avaient à faire face, c'était un manque de coordination entre les donateurs, entre les opérateurs. On avait l'impression que les opérateurs se marchaient sur les pieds et il y avait un manque de coordination de ce point de vue-là. Ceci étant dit, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'Union européenne a réorienté un peu sa politique pour faire du travail durable. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas nécessairement efficace en faisant une course à celui qui était le premier sur le terrain pour faire de la visibilité humanitaire. Parce que nous avons voulu plus focaliser sur du travail en profondeur. Oui, mais alors justement, il y a l'aide d'urgence et ça marche bien parce que c'est vrai qu'il y a l'émotion, il y a les images, ça a porté. Et puis après, est-ce qu'il y a eu le suivi, c'est-à-dire le développement véritable? Puis 5 ans après, peut-être des enveloppes moins importantes et peut-être moins de logique. Où vous allez chercher qu'il y a eu des enveloppes moins importantes. Il n'y a pas eu d'enveloppes moins importantes. Alors, le ministre pour Haïti en particulier, effectivement, on peut regarder dans d'autres pays une certaine tendance à la diminution de l'aide publique en développement. En Haïti, les volumes de ces 4 dernières années sont là pour le témoigner. Il faut dire qu'en 2008, déjà, on a eu beaucoup d'événements malheureux, des cyclones, des inondations. Haïti a perdu près de 15% de son PIB, donc il y a eu un afflux d'aide internationale. 2010, le tremblement de terre s'est accompagné d'un afflux important, bien moins important que ce qu'on avait annoncé. Cependant, ce qu'il faut constater, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'aide d'urgence, l'aide humanitaire, n'est pas nécessairement gérée dans la même logique de l'aide au développement. Et je pense que pour tous les pays du monde, le développement a la même définition. Ce sont des investissements qui créent de l'emploi. Dans un pays comme Haïti, où on a un bonus démographique, la moitié de la population est très jeune, à moins de 18 ans, il faut qu'on s'en occupe. Sinon, on le dit souvent, ça risque de devenir une bombe démographique au lieu d'être un bonus démographique, ce qui veut dire que ça va être la capacité de tout cela qui appuie le développement d'Haïti à s'insérer dans une dynamique de développement où on crée des emplois pour cette population, des emplois durables. Et là aussi, pour prendre un exemple concret dans ce qu'il faut, dans le courage qu'il faut aussi de revoir, de repenser le développement, dans mon secteur en particulier. Quand on dit le virage vers la qualité, on va vers l'éducation, mais il ne faut pas seulement qu'on investisse dans l'éducation de base. Or là, les bailleurs en général, le monde du développement, ne se focalisent que sur l'éducation de base. Où forme-t-on les enseignants? Alors, il y a une autre vraie question qui a été soulevée d'ailleurs par le Parlement européen de façon très précise, à savoir, il faut aussi, dans ce secteur du développement, cibler l'évasion fiscale, notamment des grandes entreprises européennes, avec les craintes de corruption. Alors, l'Afrique est particulièrement touchée sur les extractions de ressources naturelles. Est-ce que ça, effectivement, la lutte contre la corruption, c'est une donnée maintenant qui est parfaitement intégrée et qui existe réellement, que vous ressentez? Vous savez, madame, il y a les discours, il y a les intentions, il y a de ce qui est écrit sur les papiers, il y a même des lois par rapport à ça, mais l'action, c'est l'action et la concrétisation, c'est autre chose. En réalité, effectivement, l'évasion fiscale et la corruption, ce sont des grands mots, particulièrement de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, parce que là, c'est quelque chose que je connais. Dans les secteurs miniers, il y a des choses qui se passent au-dessus de nos têtes. Et dans les secteurs des infrastructures, l'attribution des marchés, ça se passe dans des conditions que vous n'êtes pas censé ignorer. Et là, nous avons beaucoup de manques à gagner. Nous dépensons des milliards mobilisés de l'extérieur avec notre propre contribution. Nous construisons des routes qui ont une durée des vies pratiquement éphémères. La corruption et les corrupteurs aussi, ça renvoie à l'Europe à ses responsabilités. Moi, je voudrais vous dire que je trouve quand même curieux que quand on parle de corrupteurs, vous avez toujours l'impression que c'est le propre des entreprises européennes. Moi, je crois que bon nombre d'entreprises européennes se comportent plutôt correctement en Afrique aujourd'hui. Ça, c'est ma conviction. Et il est de bon ton de dire les entreprises européennes aussi
exploitent les malheureux Africains. Je pourrais Non, vous non, dire... pas seulement non, les- pas vous qui dites ça, Voilà. c'est Pas madame qui seulement dit les ça. entreprises européennes, non. Non, c'est ce que... Il y a Pas aussi... seulement les Européens, il y a non, aussi il y a les aussi... Chinois. Il y a pas seulement... Non, je crois pas. Je ne parle pas des Chinois. Il y a aussi les Africains eux-mêmes, hein, madame. Il y a aussi une exploitation et une corruption et une utilisation, il faut bien dire, malhonnête de certaines ressources naturelles par les élites africaines elles-mêmes. On ne peut pas nier ça non plus. Mais est-ce que je peux revenir sur un petit élément quand même? Quand j'ai entendu mes deux collègues, ils ont dit des choses fort importantes. Le commissaire a parlé de la pérennisation. Parce que parlons maintenant de la manière dont on utilise, c'était un peu le thème de votre débat, le thème annoncé de votre débat, c'est aussi comment est-ce qu'on utilise bien l'aide européenne. Bon, c'était quand même un peu ça. Et donc, monsieur le commissaire a dit, il y a un problème de pérennisation. Moi, je crois qu'il y a un problème de pérennisation parce que l'aide européenne n'est pas suffisamment canalisée par ce que j'appelle l'aide budgétaire générale ou l'aide budgétaire sectorielle. Monsieur est ministre de l'Éducation. Il est évident que si par exemple, l'Europe pouvait lui donner une enveloppe pour dire, voilà, un programme, on vous finance un programme de 5 ans pour amener le taux de scolarisation des filles à 95%. Ça, c'est vérifiable. Il peut payer des enseignants avec cette aide, il peut organiser des classes, il peut faire il peut éventuellement mettre en œuvre des cantines scolaires. On sait que c'est une technique pour scolariser. Justement, c'est ma dernière question, effectivement, puisque quand vous entendez Louis Michel dire ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce que vous en attendez très concrètement? Moi, je rebondis. Je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. C'est déjà dans la logique, parce que quand on parle d'appui budgétaire ciblé, sectoriel, ouais, ça veut dire que c'est déjà le pays. Et quand je dis le pays, je ne parle pas seulement du gouvernement, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques qui définissent dans des secteurs des priorités nationales, pas nécessairement gouvernementales, et à ce moment-là, il est bien plus clair pour que différents bailleurs viennent en appui à ça. À Bruxelles, ça ne vient pas de Bruxelles, ça ne vient pas de Washington, ça vient d'abord des États. C'est pour ça que quand j'étais commissaire, moi j'ai développé des programmes qui ont très bien marché en décentralisation, avec des entités décentralisées, les communautés de base, le niveau local, etc. Absolument. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir très bien illustré ce débat sur le développement. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie pour recevoir notre grand invité juste après la pause, juste après les nouvelles de France 24. Vous restez en notre compagnie. À tout de suite.